D'ordinaire, je n'aime pas commenter les propos distillés par celui que vous citez. De toute évidence, nous sommes dans un processus où nous avons des engagements, où nous avons une médiation, nous avons, dans ce qui a commencé à être fait avec le père, de progrès parce que nous avons déjà un accord. Et nous avons un accord avec une dimension sécuritaire sur laquelle nous travaillons. Et nous avons un accord sur la dimension économique qui va se mettre en place quand on aura fini la dimension sécuritaire. Les intentions du Rwanda, les verbiages habituels sont connus. Nous nous en tenons à nos engagements que nous exécutons de bonne foi et nous avons chaque fois les médiateurs qui suivent la situation et qui savent qui est responsable de quoi sur terrain. De toute évidence, dans les jours qui viennent, il y aura une évolution et on verra bien ce que cela va donner. Nous aurons l'occasion de revenir dans les détails. Mais pour le reste, nous connaissons le Père dans la complémentarité avec le Fils. Je rappelle encore pour que cela soit bien fixé dans la mémoire collective. Nous tous, nous savons que le M23 est une création du Rwanda. Nous tous, nous savons aussi que le Rwanda a toujours nié la création du M23. Le Père qui réunit le Fils, mais nous savons tous aussi que tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports des services de renseignement de gouvernements occidentaux disent que c'est le Père, le Rwanda, les créateurs du Fils, le M23. Seuls le Père et le Fils réunissent ce qu'ils sont. Mais le monde entier sait ce qu'ils sont et nous connaissons la complémentarité des rôles en termes de commission de crimes, en termes de perpétuation de massacres, en termes de poursuite des pillages. Pour terminer sur cette question, avant les fils actuels, il y avait d'autres fils avant. Parce que lorsque nous disons que la vocation du fils, c'est de disparaître après ces processus dans la forme actuelle, les gens réagissent, mais c'est la stricte vérité. Dites-moi où se trouvent les RCD, qui étaient davantage d'ailleurs plus puissants que les fils actuels, qui a d'ailleurs occupé plus d'espace à l'époque. L'essor de ceux qui ont été utilisés comme ceux qui sont utilisés aujourd'hui est connu. Et c'est cette même histoire qui va se répéter. Et donc, voyez un peu l'avenir qui attend les uns les autres. Je crois que je ne pourrai pas m'étendre dessus à ces sujets parce que nous aurons l'occasion de revenir dans les jours qui viennent avec les évolutions que nous avons. Voilà. Merci. Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais, je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi, je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc, ici, il faut pas attendre, il faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, disent, mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur l'effet que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permet de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est
on va s'y refuser ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc, il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché, mais le point des départs, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc, les incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà, monsieur le ministre. Bien sûr. Chaque défi, c'est une opportunité d'enrichissement et d'avancer. Monsieur le ministre, pour vous relayer, le cours d'entrepreneuriat qui va être instauré, je pense que depuis 2021, on travaillait déjà sur ce programme-là d'insertion des cours d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste plus quelques fenêtres pour que ce soit effectif. Pour moi, c'est vraiment parmi les mesures qui sont là, à court moyen terme, ça doit se faire. D'ailleurs, sur les tableaux, si je ne m'abuse, c'est à court moyen terme. Donc, c'est pas pour longtemps. Champion politique, entrepreneur, comment ça va se passer, le pays est vaste et tout ça. Est-ce que nous sommes plus vastes que la Chine? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un programme qui a révolutionné la Chine. Est-ce qu'on est plus vaste que la Chine? Je ne sais pas. Et maintenant, est-ce qu'on est plus vaste que les États-Unis? Vous allez dire, il y a les infrastructures là. Mais nous allons nous adapter. Et voici un des éléments, parce que vous êtes très pressé de connaître le contenu de ces programmes. Nous reviendrons avec ces programmes dans son contenu. Mais voici un des éléments. Aujourd'hui, si on veut lancer ces concours, on sera obligé de commencer par des zones géographiques qu'on peut considérer comme pilotes. Mais je vous informe que ce n'est pas un concept qui vient de nulle part. Nous avons eu en 2019 un programme qu'on appelle ADMPM. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. 100 millions de dollars financés par la Banque mondiale. Il concernait 4 villes. Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi. Ça a été fait au même moment, les 4 villes. Et il était fondé sur un concept en partie qu'on appelle COPA, Concours des plans d'affaires. Si vous interrogez la Banque mondiale, elle va vous dire que c'est parmi les projets les mieux cotés de la Banque mondiale exécutés au Congo. Ils me l'ont dit il y a une semaine. C'est pour ça que les PADMPM a donné lieu à un autre projet qui est en cours maintenant,
le projet Transforme, qui s'occupe de l'autonomisation des femmes. 300 millions de dollars. Lui aussi, en partie, il a ce concours qu'on appelle COPA, concours des plans d'affaires. Maintenant, des journalistes comme vous et d'autres personnes nous ont interpellés le président. COPA, c'était Transforme, c'est 13 localités. Badem-Pemé, c'était 4 villes. Le pays a 145 territoires, 32 villes. Quand est-ce que vous allez arriver avec ces projets dans les autres territoires? D'où la naissance de COPA. On met CONA, pour dire ça devient national. PASS, plan d'affaires, mais pour que ça ne soit pas savant, simplifié. Vous avez compris? Il a des ancêtres, ce projet-là. Il a des ancêtres. Il a pas d'imprimé, il a transformé. Et nous allons y aller par grand ensemble provincial. On peut dire, les 6 premiers mois, nous nous concentrons sur la Grande Orientale, par exemple. Les 6 autres mois qui viennent, nous sommes dans les Grands Kassai. Les 6 mois qui viennent, vous allez voir que si vous décomptez, au bout de 3 ans, on est sur l'ensemble du pays. C'est des choses qui sont en train d'être chronométrées par des professeurs d'université dont on a parlé ici, des savants, nos chercheurs. Donc, tout est étudié. Autre référence. Est-ce que la CENI, quand elle organise les élections, elle ne les fait pas sur l'ensemble du pays? Au même moment. Pendant que nous sommes là, les équipements de la CENI font quoi? Ils chôment. On ne peut pas les utiliser. C'est juste pour dire, on réfléchit à tout. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Voilà, on va prendre... Je suis désolé, mais je n'ai pas l'impression que tous ceux qui ont entendu parler de ces rapports l'ont lu. Les commentaires qui ont été relayés nous ont surpris parce que cet après-midi d'ailleurs, j'ai reçu Tuvis Tiwadi qui est venu me remettre le prix que JED a reçu en Suède pour les travaux qu'ils font en termes de protection de journalistes. Il est venu me le remettre. Je pensais qu'il venait me le présenter, mais il me l'a remis pour me dire, Monsieur le ministre, ce prix est aussi le vôtre pour l'essence de l'engagement que vous manifestez depuis que vous êtes à la tête du ministère et les progrès que nous accomplissons. Et si vous regardez l'intitulé du rapport, le rapport parle de Est de la RDC. Et donc, si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui reproduisent les méthodes du père. Vous connaissez le père de Rwanda, le fils de M23. Et les méthodes du père sont connues, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc, maintenant, à vouloir faire une allusion ou des comparaisons ou une juxtaposition des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais, avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias. Il est venu plus d'une fois à la célébration de la journée de la presse. Il a ouvert les travaux des États généraux et il a toujours été attentif pour nous accompagner. Il est même venu à un briefing, le président de la République. Alors, de quoi on parle? Alors, on veut faire une petite photographie parce que très souvent, comme nous évoluons dans un contexte où pour certains, il faut à tout prix ressortir les côtés noirs, mais on veut ignorer que les progrès qu'on a fait notamment sur la nouvelle loi sur la presse que vous avez baptisée loi Mouyaya, en termes de protection de journalistes, en termes d'adaptation du cadre, parce que vous êtes aujourd'hui responsable d'un média en ligne, il n'y avait pas de législation bien avant que la loi n'arrive. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Je vais terminer en rappelant que le travail que j'ai fait est un travail qui peut aussi faire l'objet des critiques.
J'ai vu que on nous a critiqué sur, par exemple, la sanction qu'on a infligée à Al Jazeera. Et d'abord, sur ces sujets, j'ai vu aussi que beaucoup, soit qu'on veut rester dans la polémique, soit qu'on veut dire être sérieux. La sanction des Al Jazeera a été prise parce que ils ont donné la parole à une propagandiste qui n'était pas connue comme journaliste, ni répertoriée par eux-mêmes à Al Jazeera comme journaliste, ni par nous dans les lots de journalistes accrédités. Et on a pris une sanction qui durait un temps précis. Et Al Jazeera, j'ai reçu les responsables d'Al Jazeera en tournée en marge de la visite de l'émir. Ils nous ont écrit une lettre. Je voudrais pas donner les contenus ici, mais je crois que le message que nous avions passé était bien compris. Nous l'avons partagé avec eux. Et donc aujourd'hui, les journalistes, en termes d'accès à l'information, regardez l'exercice que nous faisons presque régulièrement, et demain nous aurons le ministre Ademi dans le même esprit. Et donc s'il y a des progrès, sachant reconnaître qu'il y a des progrès. S'il y a des défis, sachant aussi les reconnaître, parce que nous sommes engagés à faire avancer cet agenda. Et donc ça, c'est le commentaire que je me permets. Les prix que JED nous a donnés aujourd'hui reflètent la nature de la collaboration et qu'il ne faut pas laisser d'espace à ceux qui veulent voir du noir, là où nous avons énormément de progrès, et c'est noté à travers le monde parce que notre classement a été sensiblement amélioré du fait des progrès que nous avons fait. Voilà. Monsieur le ministre, désolé. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.